Désolé pour le retard. Cédric Cornet présent. Liliane Montou. Guy Baclé. Présent. Willy Molia qui a donné procuration à Sandra Molia. Louis André. Monsieur André. Présente. Liliane, elle est là. Elle est présente. Attendez. Alors voilà. Monsieur André. Madame Montour. Elle est connectée, hein, Madame Montour. Présente. Présente. Voilà. Monsieur André, il est connecté aussi. Nanouchka Louis, Jules Frère, Marguerite Murat, Teddy Barbin, il est connecté aussi. Élodie Clara présente. Emery Beaupertuis, Francina Youbino, elle est présente. Michel Autin, Marie-Renée Adélaïde, Sylvien Henry, Sandra Molia. Sandra Molia. Sandra Molia. Elle est quoi? Ah bon, on va voir une Sandra Molia. Mes vis-vérités. Présente. Mes vis-vérités. Jimmy Damo. Sébastien Thomas. Nina Pollon. Jimmy Damo présent. Nina Pollon. Stéphane Youbi. Présent. Et Rebecca Belval. Elle est où, Rebecca? Ok. David Lutin. Il était connecté aussi. Présent. Mégane Bourguignon. Ok. Lucas Alberi. Présent. Nadia Cellini. Yann Kézia. Jean-Claude Christophe. Julien Dino. Maggie Bordelais. Patrice Pierre Justin. Jocelyne Biroland, Guylaine Jeanne. Guylaine Jeanne. Guylaine Jeanne, elle est présente. Il y a combien de personnes connectées? Mais c'est bon, on a 18. Voilà, ça fait 18. On a le quorum, donc on poursuit. Alors, on doit désigner un secrétaire de séance. Je propose Élodie Clarac qui vote contre et s'abstient à l'unanimité. Élodie Clarac. Très tard ce jour, le présent conseil se tiendra exclusivement en visioconférence. Par ailleurs, la collectivité a pris les dispositions nécessaires pour retransmettre sur Internet la dite séance. Nous pouvons passer à l'examen des points à l'ordre du jour. Initialement proposé de 21 points, cet ordre du jour sera finalement de 20 points, puisque le point numéro 11 relatif à la cession du foncier communal cadastré CD 510-3 rue du Père Will à M. Mathias Fédy est ajourné. Effectivement, lors de la réunion du bureau municipal qui s'est tenue après l'envoi de la convocation de la présente assemblée, en raison des élections et des perturbations actuelles, la majorité a préféré recourir à une stratégie plus globale au regard de la zone où se situe le foncier en question, en tenant compte de l'ensemble des familles concernées, au lieu de traiter par petits bouts ce dossier. Il sera question de revenir sur cette affaire dans son ensemble lors du prochain congrès municipal ou le suivant. Mes chers collègues, comme précisé, la présente séance démarrera par la signature d'une convention de prêt vert à taux zéro avec l'Agence française de développement AFD. Pour cela, je tiens à remercier M. Philippe Guillaume, directeur de l'AFD, pour sa présence. Il est accompagné de sa collaboratrice, Mme Michel Minacci, responsable des collectivités territoriales, que je remercie également. Voilà. Donc maintenant, nous passons au point numéro 1,
le procès verbal de la séance du conseil municipal du mardi 30 mars 2021. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Procès verbal du 30 mars 2021. S'il n'y a pas d'observation, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient à l'unanimité. Madame Jeanne, vous avez des observations? Pas d'observation. 2. Procès verbal du conseil municipal extraordinaire du mardi 27 avril 2021. Pas d'observation. On passe. Qui vote contre? Qui s'abstient à l'unanimité. Le point 3. Adoption du compte de gestion 2020 de la ville. Je donne la parole à M. Faubert. Prenez la parole, M. Faubert. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. le maire, merci. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal est invité à délibérer avant le 1er juillet de l'année sur les résultats de l'exercice écoulé. Le compte de gestion est présenté normalement par le comptable public, absent, donc numéro des numéros, ce soir de présenter le compte de gestion. Il s'agit d'un compte de gestion qui présente un résultat de 5 580 540,55 € répartis comme suit. Un excellent fonctionnement de 1 901 694,88. Un excellent de la section d'investissement de 3 679 845,67. Le compte de gestion 2020 s'obtient en partant du résultat de l'exercice écoulé 2019, 5 746 464,66 € d'excédent. Une part a été affectée en investissement pour en 2020 pour un montant de 3 924 713,58 €. Les mandats émis en 2020, 54 778,373,70 €, soit en investissement 8 934 969,91 €, en fonctionnement 45 843 000 émis en 2020, 57 837 163,17 €, soit en investissement 12 512 325,46 € et en fonctionnement 45 324 837,71 €. Le résultat de l'année 2020, je rappelle, s'élève donc à 3 58 789,47 € pour un résultat de clôture de 5 580 540,56 €. Je vous remercie. Bien, je continue. Y a-t-il des questions concernant donc compte de gestion? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'oppose? Adopté à l'unanimité. Nous passons donc au point suivant, qui est donc c'est le vote du compte administratif. Je pense que c'est M. Faubert. Je repasse la parole donc à M. Faubert. Merci, M. le Vice-président. Le Conseil municipal est invité à des comptes de gestion à délibérer sur le compte administratif de l'année écoulée avant le 1er juillet de l'année en cours. Le compte administratif, en fait, est en concordance avec le compte de gestion. Il s'agit d'un véritable bilan financier de l'ordonnateur qui permet de rendre compte annuellement des opérations budgétaires de l'exécuté, conformément à l'article 2121 du Code général des collectivités territoriales. Le compte administratif de l'exercice 2020 de la ville présente un résultat excédentaire de 2 629 237,38 € répartis comme suit. Un excellent fonctionnement de 1 20 622,96, un excellent de la section d'investissement de 1 608 614,40. Ce résultat est
partant du résultat du compte de gestion, corriger les restes engagés, les dépenses engagées en fin d'année et des recettes engagées en fin d'année. Donc, le résultat du compte de gestion, vous vous rappelez, 5 581 542,55. Les restes à réaliser en fin d'année, 3 726 961,08 euros de dépenses. En recette, 774 657,80 pour un résultat global de clôture du compte administratif 2020 de 2 629 237,38 euros, soit en fonctionnement 1 20 622,96 et à la section d'investissement, un excédent de 1 608 614,40. Les faits marquants. Les éléments marquants de cette année, naturellement, c'est donc la crise sanitaire qui a très fortement impacté les recettes de la collectivité, en l'occurrence le prélèvement du casino, et également en fait les recettes provenant de la restauration scolaire. Donc, globalement, en fait, ce qui a retenu de ce compte administratif 2020 de la collectivité, qui est un excédent de 2 629 000 euros. Je vous remercie. Nous allons continuer donc. S'il y a des questions. Alors, dans ce cas, s'il n'y a pas de questions, nous allons procéder au vote. Nous allons donc procéder au vote. Non, moi j'ai une question. Personnellement, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Madame Violant, on vous écoute. Alors, je ne comprends pas qu'un conseil municipal puisse démarrer avec 2 heures de retard, sans que nous ayons eu aucune communication. D'accord? Je me suis reconnectée parce qu'on m'a rappelé, mais je me réserve le droit de savoir si ça c'est réglementaire, hein, parce que je trouve qu'on se moque de la tête des gens quand même. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, j'ai des questions. Nous sommes sur le compte de gestion, c'est ça? Nous vous écoutons. Non, nous sommes sur le compte administratif, là, Madame Violant. Ah, vous êtes déjà sur le compte administratif. Eh bien, sur le compte administratif, concernant, alors, je me suis rendu compte effectivement que nous étions dans un déficit de 618 000 euros. Alors, moi, j'ai des questions sur, à la page exactement. Oui. Madame Violant, posez toujours la question. Vous cherchez la page. Je cherche ma page, s'il vous plaît. Alors, à la page 13. Alors, les contrats de prestation, s'il vous plaît, il s'agit de quoi exactement? Le 611. Il y a pour 370 000 euros de contrat de prestation, de mandat émis. Hein? Attendez, 2 secondes, on va vous répondre. Monsieur Faubert va vous répondre. Bonsoir, Madame Violant. Alors, on voulait savoir de quel contrat il s'agit, parce qu'en fait, ce sont des contrats qui sont passés par la collectivité pour faire face, en fait, à la gestion quotidienne des services. On voulait savoir de qui il s'agit. Alors, je vous entends très, très mal. Hein, ça passe très, très mal. C'est de mauvaise qualité, hein, la transmission. Deuxièmement, j'ai vu dans la section investissement qu'il y avait un emprunt de 2,8 millions. De quoi s'agit-il exactement? Parce que moi, je n'ai pas eu je n'ai rien concernant cet emprunt-là, ni le taux, ni le délai, il n'y a rien du tout concernant cet emprunt-là. J'aurais bien aimé savoir de quoi il s'agit, d'un emprunt de 2,8 millions.
Alors, chaque année, quand le budget est voté, le conseil municipal vote en même temps des recettes. Parmi ces recettes, il y a des subventions, il y a aussi des emprunts. Alors, l'emprunt qui a été mobilisé en 2020, c'est un emprunt qui était prévu dans le cadre du budget primitif. Cet emprunt a été mobilisé auprès du Crédit Agricole sur une durée de 20 ans. Un taux de 50%. On n'a pas non plus un état des dettes de la ville. Hein. On n'a pas non plus un état des dettes. On ne sait pas du tout ce que la ville doit. On n'a pas le tableau d'amortissement de cet emprunt-là. Nous n'avons rien, en tant qu'élus, nous n'avons rien comme information. Dans les documents annexés, vous avez annexé vous avez la perspective. Dans la perspective, vous avez l'état de la dette avec l'expression de la dette, la capacité d'endettement. Vous avez les documents dans la perspective 2014-2020. Vous avez effectivement tous les éléments concernant la fiscalité. Oui, mais ça, c'est un document vous m'avez mis 2014. 2014 à aujourd'hui. Bon, ce n'est pas un état d'aujourd'hui. C'est un état qui retrace les inscriptions, les mouvements budgétaires de 2014. Donc, vous l'avez en fait en 2014 à 2020, donc l'année 2020 est bien présente dans le document. Après, si vous voulez plus de détails concernant le point, le contrat de prêt, à ce moment-là, vous adressez votre demande et je vais vous demander la copie des comptes. Concernant les postes 61, 52, 21, 31, je vois qu'il y a des entretiens, réparations, bâtiments, entretiens, réparations, voirie, etc. Et il y a aussi de la maintenance. Alors, quelle différence faites-vous entre les entretiens et la maintenance? Alors, l'entretien, vous dites 21-35, c'est ça? Alors, 61, 56, 61, 61, 52, 52, 55, 56. Alors, 61-56, c'est du même ordre que le 611. Ce sont des contrats de maintenance, en fait, des ascenseurs, de tous les équipements dont la ville a pris l'acquisition. En même temps, la ville passe un contrat pour entretenir ces équipements, parce que le défaut d'entretien de ces équipements entraîne forcément avec le coût de travaux par la suite. C'est la prévention de la ville. Donc, c'est presque obligatoire pour la ville d'entretenir ces équipements. Ensuite, le 21-35, il s'agit de gros travaux de réfection de route. Donc, la ville a toute une programmation de réfection de route dans effectivement le cadre du pays, figure toute une série de réfections de route réalisées par la ville de 2020-2026. D'accord. Alors, concernant les autres frais, alors la dernière fois, je vous avais posé la question, les frais divers. Vous m'avez dit que ça ne représentait pas beaucoup par rapport au budget communal qui est de 60 millions. Mais moi, j'aurais aimé savoir les autres frais divers, 61,88, 441 000, mandat émis 158 000. Bon, il reste encore 113 000 à mandater, je suppose. Mais qu'est-ce que ça représente? Parce que 441 000 plus 28 000 plus 65 000, ça fait beaucoup. Ça fait environ 500 000 euros. Donc, j'aurais aimé savoir qu'est-ce que vous mettez dans autres frais dans le 61,88 par exemple? Il est vrai que pris isolément, les 418 000 euros par beaucoup. Excusez-moi, mais la communication est très, très, très mauvaise. Hein? Alors, pris isolément, les 418 000 euros peuvent paraître effectivement importants, mais quand on fait le rapport entre les frais divers et le budget, on voit effectivement que ça représente très, très peu par rapport au budget. Donc, ce sont des dépenses. Malheureusement, le code général, en fait, la nomenclature 2014 ne permet pas à la collectivité de pouvoir flécher dans le détail, en fait, toutes les dépenses courantes. Alors, les dépenses qui ne peuvent pas être, qui ne sont pas prévues par la nomenclature 2014, donc la ville est obligée, en fait, de les imputer sur cette ligne. Donnez-moi un exemple de dépenses qui ne peut pas être mis quelque part et que vous mettez là, par exemple. Alors, un exemple
Alors, vous avez, c'est essentiellement en fait justement des animations entre les services réalisent des projets d'animation, font appel à des prestataires pour animer la ville. Ces dépenses sont impliquées sous cette ligne. C'est essentiellement justement ces dépenses qui sont impliquées sur la ligne. Non, mais je vois là aussi que fêtes et cérémonies, 145 000. Ça, c'est autre chose encore. 145 000 de fêtes et cérémonies en plein Covid. Là, par contre, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. Ces fêtes et cérémonies en plein Covid. C'est quoi 145 000 € de fêtes et cérémonies? Il me semble que je n'ai été invitée à aucune fête par la ville. Donc, de quoi s'agit-il là? Alors, souvent, le détail, en fait, vous avez enregistré sur la ligne 20 des dépenses qui peuvent être engagées, peuvent avoir été engagées en 2019. Ce sont des dépenses rattachées. En 2020, à partir du moment où on reçoit la facture, la ligne impute un peu. Donc, la dépense qui est payée en 2020, en fait, elle est engagée l'année antérieure. Il s'agit là, effectivement, en 2020, elle a réalisé mais il s'agit très certainement, là aussi, on peut sortir le détail, d'un cumul de dépenses réalisées en 2019 et une partie également en 2020. Écoutez, je demanderai les documents. De toute façon, j'ai des questions à poser. Je les poserai par écrit et je solliciterai les documents parce que j'ai le droit de les avoir, comme tous les élus d'ailleurs. Ensuite, les frais de télécommunication. Alors, on avait déjà relevé que c'était quand même des sommes importantes. Il avait été question de réduire ces frais. Là, je constate qu'il y a encore pour 260 000. C'est énorme, 260 000, sachant que aujourd'hui, les abonnements sont les moins chers. Aujourd'hui, nous avons des abonnements qui sont très, très, très... surtout, bon, s'il s'agit d'une collectivité, je pense que des prix tirés à la baisse peuvent encore s'obtenir. Mais je constate que les frais de télécommunication, ça veut dire des portables. Parce que moi, je suis allée voir dans les détails. Vous avez quand même fait la ventilation et je constate que ce sont essentiellement les services administratifs de la ville. Alors, aujourd'hui, la ville est très, très dématérialisée. Aujourd'hui, effectivement, la plupart des agents administratifs, en fait, sur tous les cas, disposent de téléphones portables. Vous vous rappelez, lors du rapport de la Chambre générale des comptes, la Chambre générale des comptes avait mis en avant ce poste de dépense. La ville avait répondu, effectivement, que ces dépenses ne correspondaient en moyenne à 20%. Donc, en de ça, largement, les tarifs qui sont appliqués sur le marché. Donc, c'est une dépense, effectivement, qui peut paraître là aussi importante, mais quand on ramène un rapport de nombre d'agents et on compare par rapport au marché, on voit bien que ça représente ces éléments. Autre question, vous m'aviez, lors du vote du budget, alors j'avais relevé le fait qu'il y avait un poste qui représentait plus de 2 millions, le 65-74, à la page 14, plus de 2 millions. Vous m'aviez dit que la subvention du CCA, parce que moi je m'étais étonnée, fonction d'association et personnes privées. Vous m'aviez dit, M. Faubert, que dans cette subvention était comprise la subvention du CCAS. Or, je vois que le CCAS est hors de ce budget et c'est un budget quand même qui est… Alors, fonctionnement association, je suppose que c'est les 323 000 € dans les restes à réaliser parce que pas mal d'associations m'ont déjà dit qu'ils n'ont rien reçu. Mais les 2 205 000, ça représente quoi? Cette ligne, en fait, enregistre par la subvention CICAS, parce que la subvention CICAS, c'est 157,6A. Cette ligne, j'avais dit que cette ligne enregistrait la subvention d'association, effectivement, d'environ 350 000 €, la subvention au palais des sports, 316 000 €, et les subventions employées également à Pécolène Bébi, la crèche 550 000 €, la crèche de Mando. Il y a à peu près 400 000 € pour la crèche de Montpellier.
le CECAS est bien sur une ligne, de même que la piste intercommunale est sur une ligne. Non, mais je m'étais rendu compte que le CCAS, la dépense du CCAS n'était pas comprise. Après, je me suis rendu compte de ça. Mais vous m'aviez dit que dans la subvention globale, c'était qu'il y avait le CCAS. Or, il n'y avait pas le CCAS. Hein. Donc, voilà. De toute façon, personnellement, j'ai eu l'occasion de le dire que je n'ai pas pu examiner, je le redis, je n'ai pas pu examiner dans les détails ce budget-là, mais je ferai part de mes observations, de mes questions, et je solliciterai le maximum d'informations pour que je puisse rendre compte à la population. Donc, j'écrirai le maire en ce sens, en espérant que cette fois, parce que ça fait 3 courriers que je lui envoie, qu'il ne répond pas. Donc, j'espère que cette fois-ci, il répondra. Et sinon, alors, et je le dis à nouveau, hein, 2 heures après un conseil municipal, l'heure pour le démarrage d'un conseil municipal, sur un point aussi important, je me réserve le droit de savoir si c'est légal tout ça. Alors, Madame Virola, nous vous remercions beaucoup donc, pour les questions qui ont été posées. Et nous allons passer donc, si personne d'autre n'a parlé, nous allons passer au vote. Monsieur Faubert, pour le vote. Alors, qui est contre? Nous attendons donc la sortie de monsieur le maire avant. Je m'abstiens sur ça. Hein? Attendez. Je m'abstiens sur le compte administratif. Hein? Attendez juste un moment. Voilà, ça y est, monsieur le maire est sorti. Donc, je reprends. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, madame Virola. Je m'abstiens. Alors, adopté donc à l'unanimité des votes présents. Nous passons au point suivant. C'est le point numéro 5. Je passe de nouveau la parole à... Ah oui, alors le point 5, c'est l'adoption du compte de gestion 2020 pour le Palais des Sports et de la Culture du Gosier. On passe la parole donc à monsieur Faubert. À l'instar de la ville, le conseil municipal est invité à délibérer avant le 1er juillet de l'année en cours sur les comptes financiers du Palais des Sports. Le Palais des Sports, c'est un budget annexe. Le Palais des Sports affiche un résultat déficitaire sur l'année 2020 de 266 904,88. Il s'agit des déficits de fonctionnement, parce que le Palais des Sports, effectivement, il n'y a pas de budget d'investissement donné par le Conseil municipal pour le Palais des Sports. Le résultat du compte de gestion du Palais des Sports, c'est d'être à moins 266 904,88, soit des dépenses de 858 689,02 et des recettes de 591 744,14. Ce qui donne un résultat de clôture de moins 1 604 984,64. Vous vous rappelez que le Palais des Sports a clôturé ses comptes 2019 avec un déficit de 1 338 089,67. Je vous remercie. Merci, monsieur Faubert. Alors, le débat est ouvert. Avez-vous des questions ou des observations? Bien. Alors, s'il n'y a pas d'autres observations, donc je vous invite à passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté donc à l'unanimité. Je m'abstiens. Non, mais attendez, je m'abstiens sur ce budget-là. Alors, Madame Jeanne, vous m'entendez? Nous passons au point 6. C'est Madame Jeanne qui parle?
Vous voulez Oui, parler? oui. Alors, j'ai une très mauvaise connexion. Allez-y, on vous écoute. Une très mauvaise connexion. Alors, moi, j'ai quelques éléments d'observation pour lesquels j'aurais aimé avoir un point d'analyse plus ou moins pour lequel j'aurais aimé avoir un peu plus d'éléments d'information. Je fais le constat que le résultat de l'exercice de 2020 est négatif, de moins 518 566,08. Et je constate qu'il en est de même pour l'annexe, pour le palais des sports. Ce qui, en mon sens, a pour conséquence d'entamer les fonds de roulement de la ville. Comment ça se justifie actuellement, au-delà du fait que j'ai bien compris que vous avez mis effectivement la solution, la situation de Covid comme la situation de Covid comme oh là là, excusez-moi. Ce serait à cause du Covid et en tout cas les dépenses qui sont liées au Covid. Face aux dépenses liées au Covid et parce que justement il y a eu une période où il n'y a pas eu d'action, il y a un équilibre qui est fait entre les charges et les dépenses. Donc, moins 518 000 euros, ça m'interpelle. Moins 266 000 euros, ça m'interpelle sur le budget du Palais des Sports. Et je constate même que le résultat de clôture des deux budgets sont respectivement de 1 900 000 euros et de moins 1 604 000 euros, si je ne m'abuse. Donc, j'aimerais avoir un peu plus d'explications là-dessus parce que véritablement, c'est un budget qui, pour moi, peut porter des craintes sur l'avenir de des finances de la ville. Alors, Madame Jeanne, bonsoir. Madame Jeanne, bonsoir, M. Sauvert. Donc, effectivement, la crise sanitaire a très fortement impacté les finances de la ville, mais je pense qu'il ne s'agit pas uniquement des finances de la ville. Concernant le Palais des Sports est fermé. Ça passe très mal. Ça passe très mal. Ça passe très mal, même. Le Palais des Sports est fermé depuis le 17 mars 2020. Donc, forcément, le Palais des Sports étant fermé, il n'y a pas de recettes. En revanche, les recettes telles que les charges opérationnelles demeurent. Donc, ce sont des charges fixes. Même si le palais est fermé, il y a des dépenses incompressibles. Donc, c'est ce qui explique en partie le déficit. En tout cas, pour 2020 du Palais des Sports. Concernant le déficit cumulé, il s'agit d'un déficit de 2016 à 2020. Donc, chaque année, le conseil municipal délibère vote le résultat de l'année. Et chaque année, ce résultat est cumulé. Donc, de 2016, depuis le passage de DSP du Palais des Sports jusqu'à 2020, il y a 1 million de déficit. En fait, Très bien. Alors, je n'ai rien compris, mais bon. Bon, alors, Madame Jeanne, je vais vous proposer donc que vous fassiez donc votre demande par écrit auprès de M. Faubert. Comme ça, vous aurez donc cette réponse. Auprès du maire, pardon. Vous aurez donc votre réponse en bonne et due forme. Simplement, c'est quand même délicat, malheureusement, puisqu'on parle bien du budget supplémentaire, donc du budget de la ville. Bon, malheureusement, Covid oblige, on est obligé de le faire comme ça, voilà, mais lorsqu'on n'entend rien, lorsqu'on ne comprend rien, forcément, c'est relativement délicat pour les élus que nous sommes, en tout cas que je suis. Je vous comprends. Mais j'entends bien. Il ne s'agit pas du budget supplémentaire. Mais il ne s'agit pas du budget complémentaire, là. Pas du compte administratif, pardon, du compte de gestion et du compte administratif. Voilà. Bien. Ah ben, nous allons passer donc au point 7, le projet de décision modificative numéro 2 au budget de la ville. Je repasse. Il faut voter d'abord. On n'a pas voté? On n'a pas voté. Mais si. Le compte de gestion. Non, moi, je vote contre, hein, clairement. Alors, je reprends. Nous votons. Qui est contre? Jeanne Vilaine. Voilà. Qui s'abstient? Bon, Voilà. le vote est À la majorité. On passe au point 7. Le point 7, donc je reprends. Projet de décision modificative. Non, c'est bon. Non, il est là. Il est point 6. On vient de le faire. Ah non, Palais des Sports, vous allez voir. On avait donc sauté le point 6. Non, on passe maintenant au point 6. Donc, nous passons donc au point 6. Adoption du compte administratif 2020
palais des sports et de la culture du Rosier. Tu viens d'expliquer, Charlie. Eh oui, et je vais repasser. On revote simplement. On avait déjà. Je repasse On la vote, parole. on vient de faire l'explication. Mais si, enfin, attendez, stop. On avait déjà expliqué la chose. C'est ce qui est expliqué. Ah ben, présentez le point. Il vient de le- Nous allons refaire, c'est pas grave. Présentez. Alors, une fois les pas coutumes, cette année, en fait, il n'y a pas de différence entre le compte de gestion et le compte administratif présenté par le donateur. Vous savez qu'il y a la différence entre les deux, en fait, les deux documents, compte administratif et compte de gestion. Il y a un coup départ de compétences et la différence se fait au niveau des restes engagés. Au niveau du palais des sports, il n'y a pas de dépenses restant engagées ni de recettes restant engagées. Donc, le montant le résultat, en fait, du palais des sports est identique au résultat du compte administratif, est identique au résultat du compte de gestion du palais des sports. Il s'élève donc à moins 266 904,88 € sur l'année 2020 et a cumulé depuis 2016 à moins 1 604 994,64. Alors, les éléments marquants sur cette année, je disais effectivement que l'établissement est fermé depuis le 17 mars. En dépense, 241 000 € de charges personnelles. Effectivement, ce sont des charges fixes, indépendamment d'ouverture ou fermeture du palais. 60 000 € de rémunération fixe du délégataire. Près de 360 000 € correspondant principalement aux dépenses relatives au spectacle. On notera que seul le spectacle, le grande durée prévu en mars, a été réalisé sur les 14 prévus initialement. Ensuite, s'agissant des recettes, 316 000 € de subventions d'équilibre versées par la ville. 162 000 € de recettes de location de salle, 90 000 €, dont 70 000 € de recettes de partenariat, dont 22 500 € du casino et 20 000 € de subventions exceptionnelles de la SACEM. Le solde, soit 23 000 € de recettes liées directement à l'organisation du spectacle. Donc, je reprends un résultat déficitaire sur l'année de 266 904,88 € et en cumulé moins 5 604 994,64. Je vous remercie. Bien. Eh bien, le point est mis en discussion. S'il y a des questions. Bien. Madame Jeanne, vous voulez parler? Non, allez-y, de toute façon. Je vote contre. Qui est-ce qui vote contre? Madame Jeanne. Qui s'abstient? Votez donc à l'unanimité, à la majorité, pardon. Le compte administratif du palais des sports est approuvé donc à la majorité des voix exprimées. Nous passons au point 7, le projet de décision modificative numéro 2 au budget de la ville. Monsieur Faubert. Merci, Monsieur le Président. Alors là, Le micro est là, maintenant. Il est bon. De manière générale, c'est mauvais. alors, il s'agit en fait de la deuxième décision modificative au budget 2021. On peut qualifier de décision modificative de forme, dans la mesure où ce sont des inscriptions qui n'appellent pas à un décaissement ou à un encaissement. Ce sont des dépenses et des recettes qui sont prévues juste pour mettre à jour un petit peu le patrimoine de la collectivité. Il s'agit essentiellement des chapitres 041, des articles 238 des avances sur commande et des articles 213 en dépenses et 231.3 en recettes. Donc, pour l'article 238, il s'agit d'avances sur commande. Bon, généralement, il s'agit de titulaires de marché qui sollicitent la collectivité pour le versement d'avance. Donc, la ville prévoit, notamment sur l'opération telle que le stade municipal, la ville doit faire face à des avances à partir du moment où le titulaire du marché reçoit son marché. Pour démarrer les travaux, il sollicite une avance auprès de la collectivité. Donc, ce sont des opérations qui permettent effectivement d'accompagner les projets PPI, mais qui n'ont pas d'incidence sur l'équilibre budgétaire de la ville. Je vous remercie. Le point est mis en discussion. Oui. Madame Pirola. Alors, oui, je voudrais savoir pourquoi vous avez fait le choix des DM au lieu d'un budget supplémentaire. Alors, l'activité,
Il ne s'agit pas d'un choix. Le budget supplémentaire a comme particularité de reprendre le résultat de la ville. Là, la ville, effectivement, a adopté ces résultats. La ville va travailler sur son budget supplémentaire. Une fois que la ville aura terminé les travaux sur son budget supplémentaire, présentera effectivement au conseil municipal son budget supplémentaire. Je vais reprendre les résultats. Là, il s'agit d'une DL juste d'ajustement, rien à voir avec les résultats. Donc, le résultat est repris lors du vote du budget supplémentaire. C'est prévu normalement au mois de septembre. OK. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Ben, nous passons au vote. Qui est-ce qui vote contre? Guylaine Jeanne. Qui s'abstient? Viroland Jocelyne. D'accord. Donc, pardon. Non, c'est à 8. Le vote donc est approuvé à la majorité. Merci. Point numéro 8. Délibération de principe sur la prescription de la révision du plan local d'urbanisme. Alors, comme vous le savez, le 27 avril dernier, nous avons approuvé le PLU de la ville du Gosier. Nous avions en effet repris la procédure là où elle était viciée, conformément à la décision de la Cour administrative de Bordeaux. Nous avons pu tenir les délais, mener la procédure conformément à la réglementation. On atteste donc le rapport de la commissaire enquêtrice, Madame Rosemonde de Monique Marignan-Sebro, et donc éviter ainsi de tomber en RNU. Toutefois, et c'était un de nos engagements forts lors de la campagne, nous nous sommes engagés à offrir aux Gosiériens un PLU cohérent, respectueux des équilibres environnementaux, tenant compte de leurs attentes, tout en préservant l'intérêt général, de leur offrir le PLU qu'ils méritent et qui nous permettra de mettre en œuvre le programme pour lequel ils ont massivement mis notre équipe à la tête de la municipalité. Comme promis, nous allons procéder à la révision du PLU. Pour ce faire, la première étape est de délibérer pour autoriser le maire à prescrire la révision du plan local d'urbanisme. Je passe la parole donc à Madame Hélène Medina, directrice de l'aménagement et de l'urbanisme, pour les précisions relatives à cette affaire. Madame Medina. Je pense que vous avez dit le maximum. Le PLU a été approuvé le 27 avril dernier. Donc, il est devenu exécutoire le 27 mai. Le préfet n'ayant pas fait de remarques, monsieur le maire peut tout à fait entamer la procédure de révision. Alors, l'objectif de la délibération aujourd'hui, c'est d'autoriser justement monsieur le maire à entamer cette révision, puisqu'il en a tout à fait le droit, et de prévoir le budget nécessaire à cette affaire. Merci, Madame Medina. Le point est mis en discussion. Madame Jeanne. Madame Jeanne, on vous écoute. Oui, bonsoir à nouveau, chers collègues. Alors, moi, je m'adresse directement au maire, Cornet. Je ne sais pas si c'est lui qui préside la réunion, je n'étais pas là au début, mais j'aimerais bien une réponse très claire. Le maire souhaite et aurait dit lors de sa campagne et lors des dernières discussions relatives au PLU qu'il souhaite effectivement réviser le plan local d'urbanisme. Alors, pourquoi une délibération de principe? Qu'est-ce qu'en droit, voilà, permet une délibération de principe? Comme l'a fait l'ancienne majorité, je crois en août 2019, il y a eu une délibération tout simplement de prescription de la révision et non pas une délibération de principe qui n'a rien en rien effectivement, qui n'est en rien pardon en droit quelque chose on peut opposer à la majorité. Pourquoi une délibération de principe et non pas une délibération tout court? Pour moi, c'est simplement de la communication. Moi, ce que je voudrais voir clairement, c'est que le maire nous dise à quand cette révision-là, celle qu'elle a promis, et non pas nous demander de voter en assemblée délibérante sur sa bonne foi, sur sa volonté éventuellement de faire une révision.
pourquoi une délibération de principe et non pas une délibération tout court? D'accord. Alors, déjà, j'aimerais juste dire à Mme Guylaine Jeanne que nous avons fait sortir le maire pour voter les comptes administratifs tout à l'heure. Et donc, c'est Guy Baclé, le second adjoint au maire, qui préside actuellement la séance. Je vais passer la parole donc à Mme Medina qui va vous répondre. Pourquoi monsieur le maire est assis là? Attendez. Le maire est assis là, il ne peut pas répondre? Mais je leur réponds non plus. Hein. La délibération consiste en particulier à informer des procédures qui vont être engagées pour le prochain PLU, puisque le PLU a été. Madame Medina, il y a une différence entre une délibération et une délibération de principe. Alors, Madame Medina, on ne peut pas vous parler comme ça. On ne peut pas vous couper. C'est soit vous répondez, soit elle vous écoute. Non, mais vous, c'est soit vous répondez, ou soit vous répondez, ou soit vous laissez monsieur et Madame Medina répondre. Madame Jeanne, s'il vous plaît. Alors, il faut non. Écoutez, personne ne me parle comme ça. Comme M. Cornet n'accepte pas, puisqu'il a pour habitude de couper, donc je peux effectivement interpeller pour ce que je considère être pour moi juste une séance de communication du maire Cornet, comme d'habitude. S'il vous plaît. Merci. Il faut savoir que pour lancer la révision du plan local d'urbanisme, il faut lancer un marché. Donc là, nous sommes en train de travailler sur le cahier des charges pour pouvoir lancer le marché. D'ici le mois de septembre, on pourra choisir le bureau d'études et procéder à la révision du PLU. Il faudra que nous revenions vers le conseil municipal pour pouvoir prescrire la révision et mettre en place la concertation. Donc, l'objectif là, c'est vraiment de programmer les travaux qui vont être entamés. Donc, la date arrêtée est à quand pour cette prescription? Je n'ai pas compris, excusez-moi. La date donc arrêtée par la municipalité actuelle pour la fameuse révision du PLU est à? Ce sera au mois de septembre. Le temps de nous donner le temps de… Le gosier entend. Moi, ce que j'ai eu comme information depuis le mois de février, de janvier, c'était le mois de juin, après le tout. Le lendemain de l'adoption. Savoir que le PLU vient d'être exécutoire, hein, donc il faut donner le temps pour lancer le marché. Je l'ai pas encore. Bien, alors, nous allons… Alors, concernant… j'ai une question à poser, Madame Medina. C'est concernant… Alors, d'après ce que j'ai compris, la révision est tout de même assez encadrée. On ne peut pas tout faire en révision. Alors, nous savons aussi que la population du Gosier attend des choses très, très particulières, hein, le déclassement des terres, etc., ce que le maire a pratiquement promis en disant qu'il fallait qu'on leur envoie toutes les doléances. Donc, il y a un appel d'air. Est-ce que les déclassements qui seront demandés pourront être pris en charge? Parce que bon, moi, d'après le document que je vois, ce sont quand même, la révision est particulièrement encadrée. Alors, on parle de révision lorsque on procède au changement du PADD, ce qui est le projet d'aménagement et de développement durable, qui est un projet éminemment politique. On parle aussi de révision lorsqu'on touche aux zones agricoles, naturelles et forestières. Cela dit, il y a une spécificité sur les dom-toms, c'est que nous sommes soumis à l'avis conforme de la commission départementale de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc, certes, il faudra que monsieur le maire tienne compte de la volonté de la population. Il faudra aussi qu'il tienne compte de son projet d'aménagement et de développement durable. Il faudra aussi qu'il tienne compte de l'avis de la CDPENAF, qui est un avis conforme. Donc, l'objectif est de travailler avec les services de l'État pour pouvoir faire
élaborer un dossier qui est censé être correct, qui sera censé être correct. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, Madame Montou. Oui. Juste une intervention par rapport, non pas à la révision, hein, mais plutôt par rapport au PLU là, qui est maintenant exécutoire. Il faut avoir une certaine vigilance sur les servitudes littorales parce que dans le rapport du commissaire enquêteur, il a été dit que l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2017 est signé. Et dans le PLU, il y avait simplement le projet. Donc, il faut faire attention à insérer l'arrêté d'octobre 2017 concernant les servitudes littorales sur gosier. Hein, ça doit être annexé au PLU qui est exécutoire maintenant. Hein. C'est une précision que que je n'ai pas eu l'occasion de faire, mais le commissaire enquêteur avait signalé ça. D'accord? Très bien, Madame Medina, donc, a approuvé. Y a-t-il d'autres questions? Nous allons donc procéder donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? La prescription de la révision du PLU est approuvée à l'unanimité et je nous en félicite pour tous les gosériens. On passe donc au point 9. Délibération de principe. On va attendre. La délibération de participation financière à la retraite des agents communaux. Il s'agit là d'un point très important au regard du contexte actuel qui montre bien que la collectivité se soucie de ses retraités et de leurs conditions de départ à la retraite. Certains diront qu'il va falloir attendre la grève et ses effets, mais je le rappelle, il s'agit de dispositions déjà mises en place par la ville et pour lesquelles il nous faut à nouveau délibérer compte tenu du renouvellement de l'équipe municipale. Je le dis fort, notre municipalité s'inscrit parfaitement dans ce type d'action qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'action sociale de la ville et a pour objectif de faciliter la transition entre la vie active et le départ à la retraite des agents communaux. Cette mesure s'ajoute à celle permettant d'augmenter la durée hebdomadaire des agents concernés à 35 heures, un an avant leur départ à la retraite. Je passe donc la parole à Madame Sandra Paul-Joseph, directrice des ressources humaines, pour présenter ce point. Bonsoir à tous. Conformément à la délibération du Conseil municipal du 21 février 2017, la ville du Gosier verse une gratification aux agents ayant fait valoir leur droit à la retraite. Cette gratification s'inscrit dans le cadre de la politique d'action sociale de la ville, comme l'a précisé M. Balpet précédemment, et a pour objectif de faciliter la transition entre la ville et les agents communaux. Le montant de cette gratification est de 500 € et est versé à chaque retraité. Le maire souhaite poursuivre ce dispositif en renouvelant cette délibération pour tous les retraités radiés à compter de 2020. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la participation financière de la ville au départ à la retraite des agents communaux. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Très bien, merci Madame Paul-Joseph. Le point donc est mis en discussion. Y a-t-il donc des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez donc à l'unanimité. Passons donc au point 10. Acquisition à titre onéreux des parcelles AC 909, AC 910, AC 911, AC 912, AC 913, AC 914, AC 915, zone de la Cocoterie. Je passe la parole à M. Sébastien Ratti du service foncier pour les précisions relatives à cette affaire. Monsieur Ratti, c'est à vous. Merci, bonsoir à tous, si vous voulez, monsieur le maire. Donc, simplement pour préciser les choses, il s'agit en fait de la parcelle où est situé le palais du sport, les terrains de tennis, le terrain de rugby et la servitude qui est devant le palais des sports. Donc, c'est la volonté du maire en fait
d'acquérir la maîtrise foncière de toute la zone. Donc, c'est un processus qui a été entamé. Donc, c'est une continuité puisque la ville possède déjà la parcelle de l'autre côté du Palais des Sports. Donc, le projet va se poursuivre. Il y a d'autres acquisitions qui vont à venir d'ici la fin de l'année. L'objectif du maire, c'est d'avoir toute la zone de bas du fond, puisque ce sont des parcelles majoritairement État. Certaines peuvent être acquises à titre onéreux, d'autres peuvent être à titre gratuit. Donc, on poursuit les choses et on échange avec les services de l'État. Voilà. Merci, M. Vati. Le point est mis en discussion. Avez-vous des questions ou observations? Juste un point de vigilance. Vas-y, Liliane. Oui, alors je veux quand même signaler que la parcelle AC907 qui fait partie des 50 pages géométriques et qui a été comment dirais-je, a fait l'objet d'une décision de cession à un particulier pour la moitié de la parcelle, que l'État, par France Domaine et le préfet, a donné un avis favorable et donc il y a un accord sur le prix et sur la chose. Donc, il faut être vigilant par rapport à cette parcelle-là, je parle pour la commune, pour la ville, afin de ne pas se retrouver dans un litige où elle aurait du mal à s'en sortir. Donc, il faut demander à la préfecture de faire le point sur cette parcelle qui mériterait comment dirais-je, de faire l'objet d'un document d'arpentage. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Liliane. Je n'ai pas entendu le numéro de la parcelle. C'est 907. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons donc passer au vote. Et les acquisitions sont faites pour quoi, hein? Non, mais en fait, ce sont des parcelles qui font partie du patrimoine de l'État. Et il y a une loi qui est sortie en décembre 2014 qui permet aux communes d'acquérir gratuitement, hein, je dis bien gratuitement, ces parcelles qui font partie des 50 pages géométriques, lorsque la commune a un projet d'intérêt public. Mais aussi, la loi permet à des particuliers d'acquérir d'une manière onéreuse aussi ces parcelles. Et donc, il y a des procédures de cession qui sont mises en place par l'État, par France Domaine. Et dans ce cas-là, justement, la parcelle AC907 a fait l'objet, une partie de la parcelle a fait l'objet d'une décision favorable du préfet de cession. Et il y a même une notification d'un prix, il y a un début de paiement d'un particulier sous la moitié de la parcelle. Donc, je préfère dire qu'il faut être vigilant sur cette cession-là. Alors que la commune l'achète gratuitement. C'est gratuit pour la commune. D'accord? OK. Monsieur Natif, vous... Non, simplement sur la C907 qui est devenue la 6020, quand l'arpentage a été fait par la ville et les services de l'État m'ont bien certifié que ce monsieur qui devait en principe faire l'acquisition antiponéreuse, mais il ne s'est pas manifesté. Le point a été refait à nouveau avec lui. Donc, à ce jour, nous sommes les seuls acquéreurs. D'ailleurs, on est en train de programmer pour que ça se fasse. Alors, je vous signale quand même, alors je préfère vous le dire, lorsque l'État fait une notification favorable et que quelqu'un a commencé à payer le terrain, il y a une jurisprudence, la jurisprudence d'Abrion d'ailleurs, du Gosier, il y a accord sur le prix et la chose, ça veut dire que le terrain est vendu. C'est pas d'accord? Donc il y a une jurisprudence, dès que l'État, la personne a commencé à payer, qu'il y a eu accord sur le prix et sur la chose, c'est le code civil. Hein? Il y a l'État et l'État ne peut pas revendre. Donc, je préfère vous le dire. Il y a une jurisprudence. OK. Très bien. Bon. Monsieur Mati? Non, simplement, j'entends bien ce que dit Mme Godou, mais j'ai discuté avec l'État. L'arpentage a été fait pour ça. C'est pour justement que la ville soit protégée par rapport à ce dossier qu'ils ont avec ce monsieur. Et ils m'ont certifié que l'arpentage a été fait pour ça, c'est pour nous protéger. Donc, il n'y aura pas de risque. Et d'ailleurs, c'est l'une des premières choses que je leur ai dit. Je leur ai parlé de cette affaire-là. Et ils m'ont certifié que l'arpentage, c'est fait pour ça. Donc, quand on délibérera pour l'acquisition à titre gratuit, bon, après, on aura notre acte administratif. Je pense qu'on sera tranquille. Bien. Non, monsieur, vous ne serez pas tranquille.
Ben, abstenez-moi à ce point-là, ça. Hein. OK. Donc là, maintenant, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens, Mme Violent. Très bien, madame. Bien, je m'abstiens. Qui? C'est mon tour, c'est ça? Allô? C'est ça même, il y a deux abstentions. Il y a 2 abstentions. Votez à la majorité. Passons donc à l'unanimité, pardon. On passe donc au point 12, sachant que le point 11 a été ajourné, comme l'a dit donc le maire au début de la séance. Point 12, c'est appel à projet FSE télétravail et l'approbation du plan de financement. Donc, j'invite Madame Catherine Constant, la directrice adjointe des affaires financières, à prendre la parole pour présenter ce point. Madame Constant. Oui, merci, M. Bacré. Bonsoir tout le monde. Alors, la Ligue saisit l'opportunité d'optimiser ses recettes en répondant à un appel à projet lancé par l'ANDIE. Il s'agit de faciliter l'utilisation des fonds structurels et d'accompagner les collectivités à faire face aux dépenses liées et engendrées à la crise sanitaire. Ces dépenses sont importantes. À ce titre, 2 volets sont pris en compte: la santé et la sécurité au travail et le télétravail. Donc, les dépenses prises en compte au titre de la santé et de la sécurité au travail sont dans le projet de délibération, je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, un état a été réalisé avec différents services et on est arrivé en fait à un estimatif. Donc, je tente de retrouver mon tableau. Un estimatif, pardon. Donc, au titre de la santé et de la sécurité au travail pour les années 2020 et 2021, environ 412 000 € en prévisionnel. Et au titre du télétravail, un montant de 594 446 €, ce qui donne un total global de 1,6 million. Ces dépenses sont prises en charge à 85% par le FSE, donc une recette pour la collectivité de 855 000 € avec une participation de 15% à 150 975 €. Voilà. Merci, Madame Constant. Le point est mis en discussion. Alors, Madame Violent, je souhaite réagir par rapport à ça. Madame Violent. Alors, bon, j'avais parlé de ça il y a à peu près 6 mois. On m'avait fait comprendre que tout avait déjà été fait. Je suis quand même assez heureuse de savoir que j'ai pu apporter une information dont on a tenu compte. Alors, concernant les prestations, Madame Constant, pouvez-vous me rappeler, me dire ce que vous entendez par prestation? Alors, en 2020, il y a sur le SST, il n'y a pas de prestation de prévu, de dépenses de prestation prévues. Sur le télétravail, donc vous avez programmé 2 900 €. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Ensuite, sur le prévisionnel 2021, vous avez 15 600 € de prestations. Et un télétravail, 32 400. Donc, ouais, ça fait... Alors, dites-moi un petit peu de quoi il s'agit quand vous parlez de prestations, parce que si ce sont des prestations externes, ça m'interpelle. Alors, en fait, dans la partie CSP, sont pris en compte l'achat de masques, de boissons alcooliques, de produits liquides, etc. Les dépenses de personnel, donc en SSP, ce sont les dépenses liées à la crise Covid, donc ce sont toutes les personnes qui ont été mobilisées pendant le temps du confinement. Les dépenses d'achat et gel hydroalcoolique sont à 155 000 €. Et les dépenses indirectes qui sont liées, c'est notamment la prime Covid pour partie qui a été versée. En prévisionnel, sur les dépenses de personnel, on est donc sur les mêmes types de dépenses. Donc, les personnes qui sont mobilisées, notamment par rapport au confinement qui nous a touchés. Toute la partie prestation concerne essentiellement, quand on fait appel, par exemple, aux prestataires pour désinfecter des locaux, quand on fait appel à des sociétés de nettoyage pour assainir les milieux de l'eau. Non, les sociétés de nettoyage, non.
vous savez, c'est un dossier que je maîtrise parfaitement. D'accord? Donc, on va parler très clairement. Les sommes, les prestations que vous mettez là, ce ne sont pas du nettoyage de locaux parce que les nettoyages de locaux ne sont pas pris en compte dans cette affaire-là. D'accord? Donc, j'aimerais que vous me disiez, c'est pas par exemple, dites-moi très clairement que représente le coût prévisionnel total de 15 600 € et que représentent les 35 300 €. Ce qui fait un total de pratiquement, ça fait 40 et quelques mille euros, il me semble un petit peu plus. Donc, dites-moi très clairement qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça paye, ça. Alors, sur ce dossier, c'est vrai que bon, il faut préciser, on se fait accompagner par un prestataire. D'accord. Qui est, je pense, au fait des choses. Le tableau, en fait, nous a été transmis par le prestataire. Alors, si vous souhaitez, Madame Violant, on pourra vous communiquer des éléments relatifs en ce qui concerne les prestations et les dépenses indirectes. Mais en tout cas, nous, on a collecté toutes les dépenses qui ont été effectuées par la collectivité depuis 2020 et celles qui sont prévues sur l'année 2021. Et on est en mesure de pouvoir justifier de ces dépenses. Oui, non, mais ça, je vous l'ai dit que je le maîtrise, mais je voulais savoir, parce que c'est quand même des montants assez importants. Est-ce qu'il y a eu une mise en concurrence? Est-ce que d'autres personnes ont été contactées? Parce que ça fait plus de 40 000 € quand même. Hein? Non, la prestation, elle n'est pas à 40 000 €, elle est à 39 000 € du mois. Et elle est remboursée à hauteur de 85% par le FSE. Il n'y a pas d'obligation de concurrence à 39 000 €. C'est à vérifier. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Nous allons donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens par rapport aux discussions que je viens d'avoir. D'accord, Madame Jonas. OK. Donc, votez donc à la majorité. À l'unanimité, pardon. Nous passons donc au point numéro 13. Point 13, c'est l'avenant de prolongation du contrat de délégation de service public pour l'exploitation de la crèche de Mango. J'invite M. Harry Beaubois, DGA Performance, Proximité et Développement humain, pour présenter ce point. Monsieur Beaubois, oui, bonsoir. Voilà, il s'agit d'un avenant de prolongation qui est proposé pour la crèche de Mango dans l'attente du lancement de la procédure, puisqu'en fait, il y a un certain nombre d'éléments que l'on veut analyser, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui vont ressortir de l'audit financier qui a été lancé par la ville. Et donc, tous ces éléments seront pris en compte pour définir le nouveau mode de gestion pour la crèche de Mango, puisqu'actuellement, c'est un contrat de délégation de service public avec une société qui est NDB pour l'instant. Et c'est reconduit, la proposition est de reconduire pour l'instant pour une année avec les mêmes termes du contrat pour l'instant, en attendant les interventions qui doivent être effectuées, tous les éléments qui seront pris en compte pour le renouvellement et le choix du mode de gestion qui sera fait par l'équipe municipale. Voilà. Merci, M. Beaubois. Le point donc est mis en discussion. Avez-vous des questions? Donc, pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Une abstention, donc. L'unanimité des voix exprimées. Donc, le vote a été adopté à l'unanimité des membres présents. Dans des voix exprimées. Des voix exprimées. Des voix exprimées, excusez-moi. Alors, le point 14, c'est la mise à disposition de terrain communal au profit de la communauté d'agglomération du Sud-Est Grande Terre, Riviera-du-Levant, pour la réalisation d'un guichet unique et associatif. J'invite de nouveau M. Beaubois à prendre la parole.
Alors là, il s'agit du plan de pluriannuel d'investissement de la CARL qui prévoit de réaliser le projet de guichet unique, mais la ville participe à ce projet de guichet unique. Et donc, cette délibération a pour objet de mettre à disposition des terrains pour la réalisation de ce projet et par l'apport non seulement des terrains, mais aussi du reversement des monuments des élus dans le cadre de ce projet qui sera réalisé par la CARL et ensuite mis à disposition de la ville. Merci, M. Beaubois. Le point est mis en discussion. Y a-t-il donc des questions? Oui. Je vous écoute. Alors, concernant de toute façon, bon, le guichet unique, vous connaissez ma position dessus, je ne vais pas revenir. De toute façon, j'aurai l'occasion d'écrire ma position sur cette affaire-là. Et contrairement à ce que dit le maire régulièrement, que je n'ai pas de projet, que je ne fais jamais de projet, je ferai publiquement pour les élus, autant les élus municipaux que les élus de la CARL, j'aurai l'occasion de publier ma façon de voir les choses. Alors, j'entends bien qu'on puisse mettre à disposition le terrain qui servirait à construire, je dis qui servirait à construire ce bâtiment onéreux. Alors, je voudrais savoir dans quelles conditions, alors je comprends bien qu'on puisse mettre à disposition, hein, mais je ne comprends pas qu'on puisse mettre à disposition gratuitement. C'est là où ça me pose problème. Et que devient le terrain une fois que les équipements sont dessus? Alors, c'est la même question que je pose pour les deux autres affaires. Juridiquement, que devient le terrain? Est-ce que c'est un terrain qui appartient à la CARL? Pour plus d'explications, hein, moi, je m'adresse d'abord aux administrés. Je ne sais pas s'ils nous regardent cette fois. En tout cas, j'aimerais avoir plus d'explications sur cette mise à disposition de terrain. Alors, vous avez la réponse dans le rapport qui a été élaboré, puisqu'en fait, on dit que le terrain est mis à disposition de la CARL pour la construction, pour réaliser les équipements. Et une fois que ces équipements sont réalisés, ça revient au patrimoine de la ville. Il n'y a pas de. C'est jusqu'à pour la réalisation, ça a été de façon concertée avec la communauté d'agglomération. Y a-t-il d'autres interventions? Nous allons procéder de vote. Moi, c'est bien ce que j'avais compris. Hein. J'avais compris que c'était simplement pour construire le guichet unique, que le terrain était mis à disposition de la CARL, et qu'après, une fois que le bâtiment serait construit, le terrain et le bâtiment reviendraient à la ville, au patrimoine de la ville. C'est bien ça? Oui. C'est bien ce que j'avais compris. En le disant, ça va mieux, parce que la population ne voit pas le document. Bon, alors, on y va. Okay. Donc, on peut procéder au vote. Qui vote contre? Je vote contre. Qu'est-ce qui vote contre? Ben, Mme Violent. Alors, votez. Et abstention? Abstention? Donc, La majorité. Le point a été adopté à la majorité. Point 15. Mise à disposition d'un terrain communal au profit de la communauté d'agglomération du Sud-Est Grande Terre Riviera du Levant pour la réalisation du jardin de Cœur Venu. Monsieur Beaubois. Alors là aussi, il s'agit d'une délibération qui est prise par la ville pour marquer sa volonté de mettre le terrain à disposition de la communauté d'agglomération pour réaliser cet espace consacré à faciliter un petit peu le lien social entre les habitants dans le respect de l'environnement. Et donc, pour cela,
la ville concrétise sa participation par les parcelles cadastrées BM101 et BM183 et qui seront jusqu'à la réalisation, jusqu'à la réception des travaux, voilà, qui sont mis dans la direction de la communauté d'agglomération. qui va réaliser ce projet. Merci, M. Bobois. Le point est mis en discussion. Y a-t-il donc des questions? Pas d'intervention. Nous allons donc procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens. Une abstention, Mme Violante. Le vote a été adopté, donc, à l'unanimité. À la majorité, s'il vous plaît. Merci à la majorité. À l'unanimité. Elle s'est abstenue, elle n'a pas voté contre. À l'unanimité. Je reprends. Le vote, donc, a été adopté à mais franchement, on sait plus pertinemment que c'est à la majorité. Hein, l'unanimité. C'est de la communication, l'unanimité. Nous passons donc au point numéro 16. La mise à disposition d'un terrain communal au profit de la communauté d'agglomération du Sud-Est Grand-Air Riviera du Levant pour la réalisation d'un aménagement paysager et d'une aire de stationnement. Monsieur Beaubois, continuez. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, c'est un projet qui est toujours inscrit dans le PPI de la CAR. Et il s'agit ici de mettre à disposition une parcelle qui permettra d'une part de répondre aux besoins de créer de nouvelles places de stationnement et de réaliser un aménagement paysager. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, c'est la parcelle BZ175, pareil, dans le même ordre d'idée, jusqu'à réception des travaux. Oui, juste pour Liliane n'était pas là en bureau municipal, juste rappeler qu'on ne touche pas à l'arbre. En gros, on fait vraiment quelque chose de végétalisé et on garde cet aspect naturel que tu voulais. Comme tu n'étais pas là lors du bureau municipal, juste dire que l'arbre, on ne le coupe pas. Voilà. Vous enlevez les petits bâtiments, les petits bâtis qui sont là? Alors, il faudra voir avec l'AMO qui va travailler, mais nous, on a donné comme ordre de suivre ton idée et de ne pas toucher l'arbre et de faire quelque chose de plus végétal possible. Merci. Voilà, donc on a suivi ta demande. Ok, merci. Très bien. Y a-t-il d'autres interventions? Alors, nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez donc à l'unanimité. Point 17. La mise à disposition de terrain communal au profit de la communauté d'agglomération de Sud-Est Grand-Air Riviera du Levant pour la réalisation de terrains de football de proximité à l'eau. Alors, il s'agit du même type de convention, mais je donne donc la parole déjà à Jean-Yves Frédéric, en charge notamment de la direction des sports, compte tenu de la nature de l'opération. Oui, bonsoir tout le monde. Effectivement, il s'agit d'une délibération visant à mettre à disposition un terrain situé à Leroux. Il s'agit précisément de la parcelle cadastrée AR 369 pour réaliser un terrain de football. Alors, précisément, il s'agit de foot 5 qui sera en gazon synthétique. Alors, le foot 5, c'est une variante du foot à 11. C'est une pratique intergénérationnelle, à la fois pour les jeunes et les moins jeunes. Alors, la surface, elle est plus petite. Alors, elle est comprise entre 18 et 35 mètres. Alors, pour vous donner une idée, un terrain de grand jeu officialisé a comme dimension 107 sur 68. Alors, deux éléments qui permettent de valider cette opération à l'eau. D'une part, parce que nous avons la maîtrise, donc la ville a la maîtrise du foncier. Et puis, c'est une volonté municipale de rééquilibrer le territoire en matière d'équipements sportifs et notamment sur la partie rurale du territoire. Donc, voilà. Merci, M. Frédéric. Le point est donc mis en discussion. Y a-t-il donc des questions? Est-ce qu'il s'agit du même projet qui avait déjà été entamé par l'ancienne municipalité? Non. Au contraire, il y avait eu des promesses de l'ancienne municipalité et ça n'avait pas eu lieu puisque le PLU avait tout cassé. Là, c'est un terrain qui devait la Mathurin, qu'on pensait avoir le terrain
et que lorsqu'on est arrivé, le terrain n'appartient pas à la municipalité et on avait un terrain disponible à Leroux. Donc, on va faire un projet hybride Carles et Ville-du-Gosier. La Carles va amener le Foot 5 et le reste des aménagements sera amené par la municipalité du Gosier. On a été voir la population de Leroux, ils sont très contents. On a été sur place et ils attendent que ça arrive au plus vite. Donc, normalement, pour septembre, les travaux vont commencer et avant la fin de l'année, le Foot 5 sera déjà installé et puis il y aura le terrain de basket, il y aura le lieu de vie et normalement aussi, voir comment on va retaper le terrain de pétanque que les habitants de Leroux ont fait eux-mêmes. C'est vraiment un projet partagé avec la population et je les sens très enthousiastes. Donc, j'espère que Madame Viroulan et Madame Jeanne vont nous accompagner pour le bonheur des habitants de Leroux. Merci beaucoup. On vous accompagne toujours pour le bonheur des Gosiériens, monsieur Cornu. Je ne pense pas que vous en doutez une seule fois. Nous sommes garants de tout ça. Donc, c'est avec plaisir, oui, à partir du moment que la population partage cette vision, que nous accompagnons la municipalité. Il n'y a aucun problème sur ça. Ne doutez jamais, ne doutez jamais. Ah, moi, ça fait... Alors, y a-t-il d'autres interventions? Nous allons donc procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez donc à l'unanimité. Allez. Le point 18. Octroi de la protection fonctionnelle au maire de la commune de Gosier. Menace de mort à l'encontre d'un élu et propos diffamatoires. Oui, alors dans cette délibération, il s'agit des articles L2123-34 et L2123-35 du Code général des collectivités territoriales qui régissent l'octroi de la protection fonctionnelle aux élus. En effet, sous cette base, la ville est tenue de protéger les élus contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leur fonction. Donc, en effet, dans ce cadre, le mouvement de grève qui a été initié par une organisation syndicale sur le territoire depuis le 2 mars 2021, le maire a fait l'objet de menaces de mort, d'insultes et de propos diffamatoires. Donc, à cet effet, il a déposé plainte le 3 mai 2021 auprès de la police nationale et face à ces atteintes graves, il souhaite bénéficier de la protection fonctionnelle et de la prise en charge des frais afférents. Voilà, c'est le principe. L'Assemblée délibérante donne au maire, accorde au maire la protection fonctionnelle. Voilà. Merci, M. Beaubois. Le point est mis en discussion. Y a-t-il donc des questions? Nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Abstention? Votez donc à l'unanimité. Nous pouvons passer donc au point suivant. Le point 19, c'est la mise en œuvre de la protection fonctionnelle pour un agent communal, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Alors, là, il s'agit d'un agent qui, par courrier en date du 24 avril, a sollicité l'autorité territoriale pour la protection fonctionnelle. Mais là, le conseil municipal est sollicité ce soir pour prendre en charge les frais engendrés par l'octroi de la protection fonctionnelle par l'autorité territoriale. Donc, c'est pour monsieur, c'est un agent qui, dans l'exercice de ses fonctions, a fait l'objet de menaces, d'insultes. Donc, c'est pour ça que, par un administré, à la sortie de l'école à Mont-Lazare, le 23 avril 2021. Donc, il sollicite simplement la prise en charge de ces frais, des frais engendrés par sa défense. Voilà. C'est un administré qui l'a insulté? Non, qu'il a insulté. Il a menacé. Donc, là, il a sollicité la protection fonctionnelle accordée par l'autorité territoriale. Mais là, pour prendre en charge ces frais, il faut une délibération du conseil municipal. Merci, M. Beaubois, pour vos précisions. Excusez-moi. Autant je trouve un petit peu exagéré quand même la position du maire par rapport à certaines choses, autant pour les insultes un peu en direction des agents qui sont là pour pouvoir faire leur boulot, ça c'est intolérable parce que sincèrement c'est pas tolérable, Mais des fois je trouve le maire un petit peu qui déborde un peu par rapport
moi, j'ai vu quand même M. Macron être porté par toutes sortes d'insultes. S'il doit porter, il doit porter plainte à chaque fois, eh bien, la ville ne pourra pas suivre. Hein. À certains moments, il faut savoir que ce sont des caricatures et voilà quoi. Mais bon, moi, Madame Viroland. D'autant plus que vous m'avez accusé, et vous m'avez accusé sur Canal 10, pratiquement à peine voilé, en disant que j'étais plus ou moins responsable de tout ça. Mais enfin bon, j'aurais pu porter plainte aussi. Hein. J'aurais pu porter plainte. Hein. Madame Viroland, alors, oui. Là, on sort des campagnes électorales où, là, c'est vraiment, Monsieur Bobois ne vous a pas tout dit. C'est pas juste de la diffamation. Il y a vraiment quelque chose de plus grave derrière. On n'a pas voulu aller trop loin. Vous connaissez qu'on est sensible, mais il y a eu des gardes à vue, il y a des éléments, il y a des preuves, il y a des vidéos, il y a des audios, il y a des perquisitions. En gros, vous me connaissez. Ça fait des années qu'on m'attaque. Je n'ai jamais porté plainte. C'est que là, le procureur de la République, ça a été trop loin. Donc, en gros, c'est pour ça que j'ai porté plainte et que je demande la protection fonctionnelle. Mais vous n'avez pas les éléments du dossier et plusieurs gardes à vue ont déjà été effectuées. Plusieurs perquisitions ont déjà été effectuées et des pièces à conviction ont déjà été rassemblées. C'est pour ça que je comprends, hein, mais moi, vous me connaissez très bien. Je ne suis pas le premier à porter plainte et j'aurais déjà pu porter plainte pour de nombreuses raisons. Bien. Y a-t-il d'autres interventions? On va passer donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Là, c'est pour l'agent. Hein. Oui. Là, c'est pour l'agent, voilà, parce qu'il est revenu sur un point intérieur. Alors, votez donc à l'unanimité. Alors, le point suivant, le point numéro 20, c'est la mise en œuvre de la protection fonctionnelle accordée à un agent communal, injure envers un particulier par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel. Là aussi, il s'agit d'une demande de protection fonctionnelle formulée par un agent qui a pour des propos injurieux et la protection fonctionnelle ayant été accordée par l'autorité territoriale. Là aussi, il s'agit de solliciter le conseil municipal pour prendre en charge les frais engendrés par cette protection fonctionnelle accordée à l'agent. Voilà. Merci, M. Bobois. Mais pourquoi les agents sont attaqués comme ça? Je ne comprends pas, là. Ils sont souvent attaqués. Ça a toujours été. Madame Viroland, même sous l'ancienne mandature, même avant la mandature, même du temps de Gillot, de Hélène, les agents sont toujours au contact de la population et pour un oui, pour un non, vous connaissez l'être humain, eh ben, des personnes ont des animosités entre elles déjà de base ou même une animosité secrète par rapport à un conflit des fois de famille, puisque vous savez qu'à Gosier, nous sommes tous famille. Eh bien, au final, eh ben, on prend quelqu'un en grippe. Après, il y a aussi la partie politique. Un tel aime un tel pas aimé un tel, qui a dit, moi, j'ai vu ça. Les personnes que j'ai mis dans la cantine ont été très mal reçues par rapport à ceux qui étaient là avant, parce que l'on disait aux autres, mon accordé. Et après, ça crée des animosités, des guerres, des conflits. Et tout naturellement, ça arrive tout le temps. Et je me souviens que sous l'ancienne mandature, il y avait souvent des demandes de protection fonctionnelle par rapport aux agents. D'accord. OK. Bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Votez donc à l'unanimité. Alors, nous passons donc à l'examen du dernier point à l'ordre du jour. Le point 21, c'est mesures de la carte scolaire prévue pour la rentrée 2021. Chaque année, l'Académie de la Guadeloupe présente à la commune les mesures envisagées pour la rentrée scolaire suivante selon les prévisions et le nombre de demandes d'inscription. Si nous prenons acte de ces mesures, la municipalité n'en est pas pour autant favorable. Je donne la parole à Madame Ramassani. Bonsoir à tous. La délibération qui vous est proposée reprend les indications données par l'Éducation nationale comme chaque année. Donc, cette année, 3 fermetures de classes sont prévues sur le territoire
une fermeture de classe maternelle à l'école Eugène Alexis, une fermeture de classe maternelle à l'école primaire Georges Marcel et une fermeture de classe maternelle à l'école Armand Lazare. Merci, Madame Ramassani. Le point est mis en discussion. Y a-t-il donc des questions? Oui, alors, les écoles sont mises, sont fermées parce qu'il n'y a pas d'enfants ou c'est dû à ça? Alors, en fait, l'Éducation nationale, chaque année, opère une péréquation. Il y a un nombre global, je dirais, d'enfants par classe et il faut savoir que, de manière mécanique, sur toutes les écoles et sur tous les territoires de Guadeloupe, nous avons des fermetures puisque nous accusons une baisse de la natalité depuis de nombreuses années. Et donc, ensuite, au vu de ce chiffre mécanique, je crois qu'il est autour de 25, qui est donc retenu, alors il fluctue des fois, il y a donc un chiffre qui est retenu par l'Éducation nationale et donc suite à leur péréquation, ils indiquent régulièrement les fermetures qu'ils préconisent. En tout cas, qu'ils actent, même pas qu'ils préconisent, sont des fermetures qui sont actées déjà. Donc, ce qui veut dire que les enseignants sont d'ores et déjà réaffectés, ont été réaffectés lors de la tournée de postes du mois d'avril-mai. Alors, quelles sont les conséquences pour une ville quand il y a des fermetures? Parce qu'il y a quand même là 3 classes qui ferment, hein? C'est ça, hein? Quelles sont les conséquences véritablement pour une ville quand il y a des écoles, des classes qui ferment comme ça? Je suppose que ce n'est pas neutre. Madame, vous avez tellement raison, Madame Birolan, mais nous-mêmes, de notre majorité, en gros, c'est plus qu'une information qu'on vous donne, puisque c'est l'État qui contrôle les écoles. Nous, on a les bâtiments, mais les classes, c'est l'Éducation nationale qui décide. Donc, nous, on a demandé, mais après, vous savez que l'État veut faire des économies sur tout, donc il cherche des moyens sur tout. Et nous-mêmes, je peux vous le dire qu'à travers notre majorité, on est totalement contre, mais on prend acte. Après, la question, c'est peut-être pousser à faire qu'il y ait des enfants qui naissent au gosier, pour qu'il y ait plus de natalité au gosier. Mais ça, c'est pas de votre ressort, ça. Non, mais Madame Virolan, ce que je veux comprendre, blague à part, c'est qu'aujourd'hui, on est victime des enfants qui naissent pas au gosier et qui ne restent pas au gosier. Donc, ça veut dire que beaucoup de familles du gosier vont vivre aux Abîmes ou se rapprocher de Jarry ou qui habitent à Guayave. Et même d'un point de vue général, il y a un départ massif des jeunes et des moins jeunes parents qui vont vivre en métropole ou ailleurs, aux États-Unis. En gros, les Guadeloupéens adorent voyager et vont s'installer ailleurs. J'ai même vu qu'il y a un joueur hongrois, Nebo, qui a pris la nationalité hongroise alors que c'est un Guadeloupéen. Donc, vous imaginez que si un Guadeloupéen hongrie est devenu hongrois, vous imaginez partout où on est. Donc, bon, la question, c'est qu'au final, plus nos jeunes actifs partent vivre ailleurs, eh bien, moins il y a d'enfants qui naissent sur le territoire. Et ça, c'est vraiment désolant, mais c'est général hein, pour toutes les communes. Même Abîme font comme neige au soleil. Eh bien, à nous de nous adapter, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on se batte pour donner une éducation de qualité à nos enfants gosiers. Mais tout est lié à l'attractivité du territoire, hein, monsieur le maire. Hein. Vous n'êtes pas sans savoir que les gens qui partent, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils payent trop d'impôts, parce que. Donc, maintenant que vous êtes conseiller régional, je pense que vous susurrerez à l'oreille du président de région qui sera sans doute très bientôt, monsieur Harry Chalus, pour lui expliquer un petit peu qu'au gosier, il faudra plus d'attractivité. Au gosier, il faudra, je ne sais pas trop quoi, mais qu'on puisse mettre en œuvre de quoi retenir les parents, retenir les jeunes, retenir tous ceux qui partent et qui n'ont... J'essaierai de faire mieux que M. Christophe, qui n'était pas arrivé à lui dire lors de l'ancienne mandature. Et vous connaissez mon dynamisme. Ne vous inquiétez pas que je lui ferai... La deuxième partie était très intéressante, mais la première, elle était nulle. Hein, d'accord? Parce que si on ne peut pas parler avec vous sans faire état de la politique, ça devient moins intéressant. D'accord? Donc, je me suis adressé à vous. Je pense que ça suffisait. Merci beaucoup de votre intervention. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, nous allons procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient?
Mais je vote contre la fermeture. Hein. Je ne vote pas pour la fermeture. On vote pour quoi là? Rappelez-moi. Donc, vous êtes favorable. Voilà, ok, d'accord. Ok, et madame. Vous n'oubliez pas, la municipalité vote défavorablement. Voilà, tout le monde vote défavorablement. Voilà. Ah bon, d'accord. Ok. Donc, votez donc à l'unanimité. Mesdames, Messieurs, les membres du conseil municipal, l'ordre du jour est épuisé. Je repasse le micro au maire pour la clôture de la séance. Ok, merci, cher collègue. On a eu des petits problèmes techniques, mais je suis content qu'on ait eu le forum et que Madame Durouland, que Madame Jeanne, Madame Bordelais aient pu venir poser leurs questions et tout faire un travail. Et c'est vrai que le Covid, mais maintenant qu'il faut vraiment qu'on puisse revenir en mode normal, pour qu'on ait plus ces problèmes techniques entre Zoom et Spot. Meet, voilà, entre Meet et Zoom, ça nous a fait perdre du temps. Beaucoup d'élus sont partis, sont revenus, mais je suis content que ça puisse tenir. Et je remercie Mme Duroulin et Mme Jeanne pour la qualité de leurs questions. Très bonne soirée. Très bonne soirée.